quel soulagement. Je me souviens, j'étais au Conseil d'État quand j'ai vu les résultats d'admission. Je rechargeais frénétiquement la page. Et quand j'ai vu mon nom sur la liste, il y a ce sentiment de libération qui a tourné une énorme page, quoi. On doit être au service du public et en même temps, on est en retrait. Parce qu'à la fin, c'est pas notre personnalité qui compte, c'est l'efficacité du service qu'on rend. Et ça a un sens qui est incroyable. Alors dans les métiers du contrôle, on adore répéter que la confiance n'exclut pas le contrôle, qui est une phrase bien connue de Lénine. Ça, c'est souvent moins connu. Et je trouve que ça correspond bien à l'esprit de nos métiers. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes agents pour transmettre leur ambition pour la chose publique. En revenant d'abord sur leur parcours personnel, on essaie de comprendre le cheminement pour intégrer l'administration. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, des conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour d'Adrien Lehmann, 31 ans, cadre de direction à la Banque de France, de parler de cette belle institution et de ses 3 grandes fonctions. On y aborde les missions qu'Adrien a occupées en tant que contrôleur et de la meilleure manière pour réussir le concours de cadre de direction. Je vous préviens, cet épisode va vous faire découvrir l'économie sous un nouvel angle. Enfin, avant de vous souhaiter une bonne écoute, n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast si vous aimez la démarche et le contenu. Bonne écoute. Bonjour Adrien. Bonjour David. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ton parcours, de tes missions et bien sûr de tous les conseils que tu peux donner à nos auditeurs. Je vais d'abord te présenter, puis après on commencera pour parler de ton parcours personnel. Adrien Lehmann, tu es né en 1991 en région parisienne et juste après un bac S, tu suis d'abord une prépa éco au lycée Descartes à Antony avant d'intégrer Sciences Po pour 5 années. Tu as fait notamment ton année à l'étranger, en 3e année, à Beijing en Chine en 2013. Tu suis un master Affaires publiques avec un stage en master 1 en janvier 2015 à France Stratégie pendant 7 mois. Et à la fin de ton master 2, tu fais ton stage de fin d'études au Conseil d'État, d'abord en tant que stagiaire, puis en tant qu'assistant de justice, pour travailler en même temps que tu tentes plusieurs concours. Ces concours, ce sont l'École nationale d'administration, la première année, puis la deuxième, tu élargis ton spectre avec ENA, Banque de France, directeur d'hôpital, et l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Tu as réussi 3, Banque de France, directeur d'hôpital et l'École nationale supérieure de la sécurité sociale, et tu choisis le concours de cadre de direction de la Banque de France. Tu intègres cette institution en février 2018, d'abord en tant qu'expert en mission de contrôle sur place des établissements de crédit et des établissements d'avenir pendant un peu plus de 4 ans, et tu as récemment changé de poste pour être économiste à la direction de l'éducation financière désormais. Accessoirement, tu donnes des cours d'économie à Sciences Po depuis un peu plus de 4 ans, et tu as une activité de publication. Est-ce que tout ça est correct ? C'est parfaitement correct. Bon, je rajouterai probablement au fil de notre conversation des petits détails, mais l'essentiel est bien là. Parfait. Tu intègres une classe préparatoire juste après ton bac, une classe préparatoire économique. C'est quoi l'objectif derrière ? J'y suis rentré avec l'idée que j'avais envie d'aller vers les écoles de commerce. J'avais aussi Sciences Po dans la tête. Et très vite, au début de l'année, je me suis rendu compte que les matrices à N-ligne et P-colonne, c'était sympa. Mais les 5 matières de Sciences Po, l'histoire, le droit, l'économie, la science politique, la sociologie, c'était ce qui m'attirait le plus. Et donc, très rapidement, je me suis autorisé à préparer Sciences Po. Un peu contre l'avis de mes profs, je dois dire. Mais c'est ce qui, moi, me plaisait à ce moment-là. Et je ne regrette pas parce que j'ai passé ensuite de très belles années dans l'école. Donc tu fais une seule année de classe préparatoire et tu switches à Sciences Po. Donc tu réussis ce concours. Est-ce que c'est pas trop difficile quand même de réviser en même temps, de faire une classe préparatoire, de tout mener de front ? C'est quoi un petit peu peut-être ton regard après coup, maintenant que tu as connu aussi la prépa concours administratif 5 ans plus tard ? Comment tu as vécu cette période ? Cette année de classe prépa HEC, moi, elle m'a appris tellement de choses. Quand j'ai préparé les concours administratifs 5 ans après, j'ai repris des méthodes de travail, l'intensité aussi du travail de la CPGE. Donc c'était un vrai atout. Et puis, je dois dire que pendant cette année-là, j'ai fait aussi beaucoup d'histoire économique. Et comme moi, on aime l'économie, quand ensuite j'ai rejoint la Banque de France, je peux vous dire que avoir fait de l'éco, de l'histoire économique du XIXe siècle, comment est-ce que la monnaie a évolué dans l'entre-deux-guerres et jusqu'à aujourd'hui, toutes ces questions, très tôt, je me les suis appropriées et j'ai aimé en parler. Et tout ça, c'est grâce à la prépa. Voilà. Et je pense aussi grâce à la prof d'histoire géo que j'avais à l'époque. Tu choisis économie, c'est vraiment par cette porte d'entrée que tu intègres Sciences Po. Tu sais déjà que c'est plus vers des concours de l'économie que tu diriges,
Ou alors en fait tu es plus sur un spectre très très large, culture générale, droit. Est-ce que le droit, tu aimes le droit? Parce qu'en même temps tu fais aussi un stage au Conseil d'État, puis tu exerces pendant 2 ans en tant qu'assistant de justice. Donc on pourrait dire que tu as un profil et droit et économie. David, je crois que tu as parfaitement résumé le profil que j'avais quand j'avais 18 ans. J'aimais déjà l'économie, mais j'aimais l'économie pas parce que c'était l'occasion de formaliser de manière hyper abstraite des choses. J'aimais l'économie parce que ça permettait de parler de la vie. Ça permettait de parler des relations entre les femmes et les hommes. Ça permettait de parler de la société. Et donc, j'aimais l'économie autant que d'autres disciplines comme le droit. Et je me suis d'ailleurs beaucoup saisi du droit quand je suis rentré à Sciences Po, justement parce que c'était une discipline que je connaissais moins. Quand on est au lycée ou ensuite en prépa, moi j'avais jamais fait de droit et donc j'ai adoré faire du droit constitutionnel, découvrir l'histoire de la révolution de l'Empire, que sais-je encore, et c'est ensuite peu à peu au fil de mon parcours que je me suis spécialisé. Mais par contre tu découvres le droit version Sciences Po, donc un droit plutôt édulcoré, plutôt approche concours. Un droit plutôt tourné par le prisme des hommes, en fait, par le prisme des fonctionnaires qui enseignent aussi, mais pas forcément le droit version université. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui t'a manqué, quelque chose que t'as peut-être découvert quand t'étais au Conseil d'État, même si c'est aussi un volet très pratique? C'est quoi ton regard par rapport à cette matière juridique qui, aujourd'hui, peut-être tu ne pratiques plus non plus? Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est peut-être une déception ou une évolution par la suite? Alors, tu as parfaitement raison, encore une fois, je suis rentré dans le droit au travers des grands principes, des grandes idées, c'est comme ça qu'on enseigne les choses à Sciences Po, on se concentre sur les messages essentiels et ensuite on va creuser la technique quand on en a besoin. Donc moi je suis rentré dans le droit à travers les grandes idées, et d'ailleurs même en fac de droit, on commence souvent par du droit constitutionnel et des cours d'intro qui se concentrent sur l'essentiel, simplement évidemment, voilà, comme c'est leur cursus unique, ils vont bien davantage tout de suite en profondeur. Effectivement, au Conseil d'État, en tant qu'assistant de justice pendant 2 ans, je suis rentré dans le dur, dans la technique, dans le contentieux. Aujourd'hui, je dirais pas que ça me manque parce que je suis passionné par la discipline. Pour autant, je le reconnais bien volontiers, parler pendant 3 heures de procédure, c'est pas ma came et je pense que ça le sera pas demain. Voilà. Et donc j'ai pas de problème à assumer que, alors même que quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait pas mal de droit, je me suis pas engagé dans une carrière juridique. Pour autant, j'ai toujours plaisir à parler avec les collègues de la direction des services juridiques à la Banque de France. Ils font un travail qui est passionnant et c'est des belles perspectives de carrière pour ceux qui aiment bien le droit. Tu parles de la Banque de France, des services juridiques. À quel moment, toi, au fond de toi, tu savais que tu voulais devenir fonctionnaire? Tu t'es dit, je veux passer les concours. Quand on rentre en classe prépa à HEC, c'est pas forcément être fonctionnaire peut-être la première destination. Pour autant, après, quand on arrive à Sciences Po, ça devient peut-être un peu plus. À quel moment de ton parcours, tu t'es dit, je veux devenir fonctionnaire? Bon, évidemment, dans la vie, les choses sont un peu moins comme dans les films. Donc, il n'y a pas le moment où on s'est dit, mais là, je me réveille et je veux devenir haut fonctionnaire. Ce que je peux te dire, c'est que quand on rentre à Sciences Po, en général, on veut devenir journaliste ou ambassadeur. J'étais probablement un peu des deux à ce moment-là. J'ai choisi des disciplines qui m'orientaient plutôt vers l'administration quand j'étais dans mes 2 premières années, avec l'idée que, et ça c'est vrai que c'est un reliquat de la classe prépa, il faut aller vers les choses dures, il faut aller vers les choses techniques pour avoir de la valeur ajoutée. Donc j'ai voulu faire de l'économie, j'ai voulu faire du droit très tôt pour me muscler, pour montrer que voilà, oui, je parle plutôt pas mal, oui, je suis à l'aise en public, mais j'ai aussi d'autres qualités, je suis bon sur le fond, et ça j'entends faire respecter cette idée. Et je me souviens assez bien quand j'étais en 3e année à Pékin, que je devais choisir mon master pour l'année suivante, je me suis dit, bah voilà, c'est les concours administratifs que je vais passer. Je vais passer les concours parce que c'est un vrai challenge intellectuel, avec des belles matières qui vont m'apprendre plein de choses et je vais sentir renforcé de cette expérience. Ça va pas encore être des cours de culture générale saupoudrés par quelques stages. J'avais envie de devenir meilleur dans plein de disciplines sur le plan technique. Et puis, bon, je vais pas vous faire le laïus sur le service de l'intérêt général, le sens du service public, parce que je pense que d'autres l'ont très bien fait avant moi à ce micro. Et quand on a 20, 21 ans, on a envie de sens, on a envie, et je pense que c'est assez vrai chez les jeunes générations, de donner du sens à son job. En tout cas, moi, j'étais complètement dans cet état d'esprit. Tu fais bien de le dire, d'autres à ce micro ont à la fois fait les laïus sur le service public, mais aussi on dit qu'à Sciences Po, souvent on se rêve ambassadeur aux journalistes, donc c'est vraiment le mot identique. Comme quoi peut-être les promos se ressemblent. Donc c'est plutôt une entrée par la case fonctionnaire, et ensuite tu ajoutes ta couche à toi, économie et ou droit, et tu choisis le concours de la Banque de France parmi les 3 concours que tu avais eus, avec donc EN3S qui est plutôt dynamique sécurité sociale et directeur d'hôpital. Comment tu as fait ce choix entre les 3? J'ai envie de te dire peut-être dans ma question,
C'est déjà évident, tu as fait de l'économie, donc tu prends Banque de France. On a l'impression comme ça que les concours sont différents, et c'est vrai, proposent des perspectives de carrière qui peuvent être très éloignées. Entre un directeur des affaires médicales dans un centre hospitalier et un économiste de marché à la Banque de France ou un chargé du recouvrement à la sécurité sociale, il y a un monde qui les sépare qui est immense. Et en même temps, quand on regarde les compétences transférables, quand on regarde les centres d'intérêt, en réalité, il y a beaucoup plus de proximité que ça. Et moi, je me souviens, à l'oral de directeur d'hôpital, leur dire, moi, ce que j'ai envie d'être, c'est d'être directeur financier. J'avais fait un stage à l'hôpital Necker enfants malades, à la direction financière, qui m'avait bien plu, qui avait été aussi un moment assez décisif dans les rencontres humaines que j'avais fait, dans mon souhait de devenir agent public. Et c'est vrai que à la Sécu, c'est une immense banque, donc je ne fais pas de dessin. Je retrouvais la même dynamique. Et à la Banque de France, moi, je suis arrivé calmement devant le jury, et quand ils m'ont pointé un peu des incohérences supposées, je leur ai dit non, moi, j'ai un profil économique et financier avec une coloration juridique, parce que c'est vrai que dans l'administration, on n'échappe pas aux règles de droit. On est un groupe humain qui aime bien faire respecter les règles et s'organiser autour de règles écrites et bien définies. Et on est fonctionnaire, donc on a le statut, on a des droits et des devoirs bien particuliers que d'autres salariés du privé n'ont pas. Le droit se retrouve de manière transversale sur toutes les fonctions qu'on peut avoir, Banque de France, N3S, EDH. Avec quand même une petite précision, nous à la Banque de France, on n'est pas fonctionnaire, hein. La Banque de France est indépendante, donc on est bien des agents publics, comme l'ensemble des magistrats, des 3 fonctions publiques, que sais-je encore. On est statut Banque de France, hein. Il y a des contractuels chez nous, il y en a de plus en plus, et c'est probablement tant mieux, hein, puisque ça montre aussi notre ouverture. Et en même temps, on a un statut, on y est attaché. Voilà, moi j'ai pas signé de contrat de travail, comme toi non plus dans ton administration. Voilà, c'est un peu notre spécificité. En parlant de spécificité, le sentiment que tu as eu le premier jour quand tu es arrivé, que tu as franchi la porte de la Banque de France, est-ce que peut-être on s'en fait un film ou pas, mais là c'est le sentiment d'aboutissement de ton parcours scolaire personnel. C'est quoi ton sentiment la première fois ? Alors la première fois que je suis rentré à la Banque de France après le concours, je m'en souviens très bien, c'était 2 ou 3 jours après les résultats d'admission. Et c'était pour un entretien avec la direction des ressources humaines pour les premières affectations. Donc là, on était encore un peu dans le flou. En revanche, on est revenu 1 mois après pour une rencontre avec le gouverneur. Et c'était un moment qui était très fort et qui a donné le ton des mois qui ont suivi, où je découvrais mon métier, je découvrais ce collectif humain qu'est la Banque de France, avec son histoire, ses traditions, ses valeurs, ses rites aussi, hein, puisqu'on est un groupe avec des règles écrites et non écrites. Et je dois dire que moi, pendant les premiers mois, j'étais sur mon petit nuage. J'avais même pas envie de prendre de vacances. Je veux dire, je découvrais l'administration, j'étais juste bien, je découvrais mon métier, je découvrais mes collègues. Alors, je te rassure, j'ai pris des vacances comme tout le monde, hein, je suis pas fou non plus. Mais effectivement, je sentais que c'était une énorme étape que j'étais en train de franchir. J'avais fait des études supérieures longues avec une fin qui était difficile, hein. Les concours administratifs, quand on passe les concours, on ne sait pas ce qu'on fait 6 mois plus tard à chaque fois. Il y a beaucoup d'incertitudes. La vie est suspendue à quelques épreuves écrites, on se met une pression de dingue, et donc quel soulagement. Je me souviens, j'étais au Conseil d'État quand j'ai vu les résultats d'admission, je rechargeais frénétiquement la page, et quand j'ai vu mon nom sur la liste, il y a ce sentiment de libération qui a tourné une énorme page, quoi. Tu dis on rencontre le gouverneur de la Banque de France, donc ça veut dire qu'il a un temps privilégié avec vous. Quand on a le big boss en face de soi, ça doit être quand même impressionnant, et il prend ce temps-là pour échanger avec vous sur les perspectives, sur à la fois comment vous allez être utile, important dans son administration. Oui, effectivement, je pense que c'était un temps d'accueil qui était important pour moi, hein, quand ma promo comme ça a rencontré pour la première fois le gouverneur, et je sais que les cadres de direction sont systématiquement accueillis de cette manière-là. Voilà, je pense que la réussite d'une intégration à la Banque de France, c'est justement être capable à la fois de se spécialiser parce qu'on a un poste et donc rentrer dans le dur, et en même temps se familiariser avec la banque comme institution, avec sa culture, son histoire, ses valeurs. Tu parles justement de valeurs en tant qu'agent public. Toi, quand tu voulais devenir agent public, quand tu voulais devenir fonctionnaire, est-ce que tu as eu un objet, une œuvre d'art, un film qui a été signifiant dans ta construction personnelle de vouloir devenir fonctionnaire ? Alors un moment important pour moi, je pense que ça a été la découverte du film L'exercice de l'État avec Michel Blanc, qui a dû sortir en 2010 ou 2011.
Donc voilà, juste après le début de mes études supérieures, et j'ai découvert cette catégorie particulière d'animaux que sont les grands serviteurs de l'État, très impliqués, qui croient fermement à l'importance du service public, au rôle de l'État aussi, et qui en même temps savent être discrets, savent être en recul, n'ont pas la main qui tremble quand il faut prendre une décision qui est dans l'intérêt du service public, même si ça peut avoir des conséquences douloureuses pour soi-même ou pour parfois son administration directe, parce que c'est ça les vrais serviteurs de l'État. On n'est pas là pour se mettre en avant, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour être au service du public, et ça c'est un grand maître qui est plus grand que nous tous. Et donc tu peux nous redonner très vite fait le concept de ce film et quel poste il occupait, ce fameux Michel Blanc, qui t'a vraiment embarqué? Alors dans le film, Michel Blanc, il est directeur de cabinet, en tout cas il joue le directeur de cabinet du ministre des Transports. Donc je reconnais que c'est une administration publique sur laquelle je n'ai aucune connaissance, le secteur des transports, en tout cas pas plus que ma culture générale. Mais à la limite, peu importe, parce que l'enjeu, c'est pas la technique. Et d'ailleurs, l'enjeu, c'est rarement la technique. L'enjeu, c'est quel est mon positionnement, comment est-ce que je conçois mon rapport aux autres. Et le premier stage que j'ai fait après à l'hôpital Necker, à la direction financière, a complètement résonné avec ce que j'ai vécu. On doit être au service du public et en même temps, on est en retrait parce qu'à la fin, c'est pas notre personnalité qui compte, c'est l'efficacité du service qu'on rend. Et ça a un sens qui est incroyable. Sur ces bonnes paroles d'efficacité du service public, on va basculer sur la partie 2, sur tes missions. Alors Adrien, tu es cadre de direction à la Banque de France. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le concours, la formation, le choix de sortie du poste, pour un peu donner le cadre, le contexte à nos auditeurs? Alors à la Banque de France, on a 3 concours. On a le concours d'assistant à Bac+2, le concours de cadre à Bac+3 et le concours de cadre de direction à Bac+5, qui est un concours que moi je conseille aux candidats qui nous viennent de l'université en économie, d'un institut d'études politiques, d'une école de commerce, etc. quand on a effectivement un diplôme de niveau Master 2. Donc on est en train de l'acquérir. C'est un concours qui est centré autour d'une épreuve reine qui est un dossier avec des questions auxquelles on répond d'une durée plus ou moins longue en fonction de la nature des questions. Au début, c'est plutôt des questions de définition, et puis au fur et à mesure des questions, il y a davantage de réflexion, voire une question en anglais. Et puis il y a une épreuve de spécialisation qui est souvent, quand on a fait Sciences Po, la dissertation d'économie, mais on peut aussi présenter une épreuve de droit civil, de stratégie des entreprises, de mathématiques. Moi, j'invite les candidats à regarder les annales pour se faire une idée. Et puis, il y a ensuite des épreuves orales centrées autour d'un entretien avec le jury et puis d'un triptyque, comme il y a maintenant à l'INSP ou à l'INET. Alors triptyque, très vite, c'est un sujet un petit peu bizarre, un petit peu étrange, et où il y a quelqu'un qui va présenter le sujet, quelqu'un qui va le discuter, et ça va donner lieu à un échange plus ou moins de bonne qualité, parce que les questions sont forcément aussi très particulières, et quelqu'un qui observe et qui va, lui, à la fin de ce dialogue, échanger avec le jury. C'est ça, ce triptyque? C'est exactement ça, et c'est une épreuve qui permet de tester votre capacité à interagir rapidement, à réfléchir vite et à formuler des propositions sur des sujets variés à l'oral devant 2 camarades et devant le jury. C'est un concours qui a lieu quand ? Alors, les inscriptions sont ouvertes à partir de début juin en général, et le concours a lieu en septembre. Et ce qui est important de noter, c'est que le concours, il a lieu un samedi. Vous faites les 2 épreuves dans la journée, donc c'est complètement compatible avec une activité professionnelle, y compris en province, ou en tout cas très loin du centre d'examen. Vous pouvez arriver à Paris le vendredi soir, faites votre journée d'épreuves, et puis le samedi soir, vous pouvez aller fêter. On adore cet optimisme, et j'espère qu'il sera bien sûr transmis et ancré dans nos auditeurs. Une fois qu'on est admis, une fois qu'on a la chance d'être reçu en tant que cadre de direction, comment ça se passe ? On arrive le 1er février, on sonne et on est reçu par le gouverneur ? Alors la Direction générale des ressources humaines va prendre contact avec vous pour parler de votre affectation.
faut savoir que chez nous, c'est pas un système un peu à l'ancienne où il y a une liste de postes et puis ensuite, en fonction du classement, on attribue de manière plus ou moins aléatoire en fonction d'un classement les postes. L'affectation, elle se fait vraiment en fonction de votre CV, des éléments que vous avez transmis au jury et puis voilà, de l'ensemble du dossier que la DGRH a à sa disposition pour faire en sorte que les affectations correspondent le mieux possible aux aspirations des candidats et à leurs compétences. Parce qu'il y a combien d'admis en fait? Il y a une trentaine d'admis et il y a une trentaine de postes où il y a un petit peu de rab. Est-ce que tu t'en sais un petit peu plus là-dessus? Alors effectivement, selon les années, il y a 25 ou 30 admis, il y a parfois une liste complémentaire qui est construite, qui permet de nous assurer d'avoir un vivier de candidats admis suffisamment important. Ce que je peux te dire, David, c'est qu'il y a plus de postes ouverts, il y a plus de propositions que de candidats qui sont admis. Donc, personne ne se retrouve avec le poste qui restait et dont il voulait absolument pas. Il y a en général des postes assez variés, des affaires internationales, en passant par les statistiques, le contrôle bancaire, les opérations. Et donc, il y a un poste qui correspond à chaque profil de candidat. Mais tu as parlé de statistiques. Moi, tout de suite, quand on me parle de statistiques, ça me fait penser INSEE, ça me fait penser beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres aussi, je pense, des formules, etc. Donc quelque chose de très technique. Est-ce que quand on passe le concours de cadre de direction, on a plutôt un profil type Sciences Po, fac de droit, fac d'économie, ou justement, il y a aussi des candidats qui ont fait de l'économie appliquée? Alors, à la Banque de France, il y a 1001 métiers. Donc, il y en a forcément un pour vous réaliser. En fait, on a tellement de profils, tellement de candidats différents entre les scientifiques qui connaissent leurs formules, qui savent identifier un écart de 50 € dans un tableau d'1 million de lignes, entre les littéraires qui ont une hyper bonne compréhension de l'actualité et qui sortent des notes qui sont juste parfaites et utiles pour leur chef, les juristes qui vont être hyper utiles pour appliquer la réglementation bancaire. Bref, il y a plein de profils, il y a plein de compétences et on a besoin de tous les talents. Et donc on se forme les 6 premiers mois. Toi, tu es arrivé sur un poste d'expert en mission de contrôle sur place. Comment ça s'est passé un petit peu? Tu peux nous raconter ce tuilage par les agents et tes premières missions, tes premiers dossiers? Alors, à mon premier poste, à la délégation au contrôle sur place, qui dépend donc fonctionnellement de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est l'autorité de contrôle des banques et des assurances, qui est adossée à la Banque de France. Il y a une transmission de la connaissance qui est fondée sur le travail en équipe, sur le partage d'informations le plus large possible, que ce soit de rapports précédents. On a aussi des outils techniques qui ont été conçus qui nous permettent de retrouver plus facilement les textes applicables, les données qui ont déjà été produites en interne. Donc il y a une masse de connaissances humaines et techniques à notre disposition qui nous permet de monter en puissance dans les premiers mois. Et tout est fait avec des systèmes de binôme, de parrainage aussi en interne, pour qu'on s'intègre et qu'on monte en puissance aisément sur notre poste. Donc là, après 5 ans, tu es à puissance maximale, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, tu vas continuer à progresser, mais en tout cas, tu étais bien, tu as fait un peu le tour aussi de ton premier poste, tu as un peu plus de recul. Tu peux nous raconter comment l'inspection générale se structure par rapport à la Banque de France? Comment on se positionne en mission de contrôle, en fait? C'est quelque chose qui n'est pas anodin quand on a 25 ans, 26 ans, et qu'on a un poste, et l'objectif, c'est de contrôler. Souvent, on est plus sur un poste, on va dire, expert soutien, support, juridique, RH, mais la finalité de contrôle et peut-être de sanction, peut-être que là je me méprends, c'est pas forcément quelque chose de répandu. Est-ce que tu peux nous donner plus d'éléments là-dessus? Alors il y a 2 points. D'abord sur le positionnement de l'inspection générale au sein de la Banque de France. L'inspection a 3 grandes missions. Elle effectue l'ensemble des missions de contrôle dans les établissements de crédit, en tout cas la majorité d'entre eux, ainsi que dans certains établissements spécialisés. On effectue des missions d'audit et de conseil sur le périmètre des services centraux de la Banque de France. Et de manière plus générale, on effectue des missions d'inspection dans le réseau, c'est-à-dire dans l'ensemble de nos succursales sur le territoire national et en Outre-mer. On effectue des missions également à l'échelle européenne, voire mondiale, dans le cadre du mécanisme de supervision unique de la Banque Centrale Européenne. Alors, tu as raison, moi je suis rentré à la Banque de France à 26 ans, c'est pas du tout évident de se retrouver en costume-cravate avec de l'autre côté de la table des banquiers qui ont plus d'expérience, qui connaissent mieux leur métier, mais c'est un vrai défi, il faut se challenger. On a 3 années, le premier poste, pour monter en puissance sur le plan technique et prouver qu'au-delà de notre potentiel en sortie d'études, on arrive à être bon sur le fond et à la hauteur du métier, et pour moi ça a été un défi passionnant. Et encore une fois, on est aussi accompagné par les anciens. On est dans une équipe assez grande, je suppose. C'est quoi? C'est une dizaine, une trentaine? Comment un petit peu c'est organisé cette inspection générale?
Alors les missions de contrôle sur place, elles comportent, disons, quelques collaborateurs. Donc ça peut être des binômes de 2 ou 3 agents et ça peut monter à une dizaine selon le périmètre de la mission, selon la difficulté. Et de manière générale, à la banque, les services sont découpés en pôles qui comprennent, disons, entre 5 et 10 agents. Ça permet de transmettre les connaissances au sein des équipes avec un poste qui dure en moyenne 3 ans. Ça permet de stabiliser les équipes, de transmettre les connaissances, de monter en puissance, d'avoir le temps aussi vraiment de devenir bon. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Je reprends un peu cet exemple qui m'a intrigué sur, tu te retrouves face à une personne qui, assez âgée peut-être, qui a en tout cas connu plein de métiers, plein de responsabilités, et qui se fait contrôler par la CPR, qui se fait contrôler par l'inspection générale. Comment vraiment on affronte ça ? Je suppose qu'on n'est pas laissé tout seul, bien sûr, mais toi, dans ta progression, au début, on fait quoi ? On fait plutôt des notes, des rapports pour son chef, qui lui va être en face-à-face, en one-to-one, ou est-ce qu'on peut déjà aussi être en position de discuter ? Alors d'abord, c'est vrai qu'on travaille en équipe, donc bien sûr qu'on produit des notes et du travail pour son chef de mission, pour ses collègues. C'est vrai dans les missions de contrôle sur place, mais c'est vrai de manière générale à la banque. Après, on a beaucoup de travail et les chefs sont bien sûr pas capables d'absorber tout seuls l'intégralité du flux, donc chacun doit prendre sa part. Et typiquement, en contrôle bancaire, quand on se retrouve face à des banquiers pendant des entretiens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, qui sont souvent très calés sur leur métier, quand on se retrouve face à eux alors que ça fait quelques mois qu'on est rentré à la banque, je pense qu'il faut être capable de prendre beaucoup de recul. D'abord, se challenger soi-même pour être à la hauteur de la conversation et en même temps, être capable de ne pas le prendre personnellement. Quand on contrôle un établissement, les gens qu'on a en face de nous, ils défendent leur établissement et ils ont raison de le faire. C'est leur métier. C'est pour ça qu'ils sont payés. Et ils vont rien lâcher. Et c'est normal. Et ils ont raison de le faire. C'est pas eux qui doivent lâcher, c'est nous, par la qualité de nos contrôles, des échanges qu'on a avec eux. C'est à nous de trouver les bonnes manières de procéder. Alors, il faut pas être agressif, parce que croyez-moi, quand vous avez 26 ans et que vous êtes agressif face à quelqu'un qui en a 50 et qui fait ce métier depuis 30 ans, il va vous envoyer promener. Donc il faut réussir avec courtoisie, avec diplomatie, parfois avec élégance, à trouver les bons mots pour faire en sorte qu'il y ait un vrai dialogue qui s'ouvre et qu'on avance pour pointer les fragilités qui peuvent potentiellement poser des problèmes de stabilité financière ou en tout cas des fragilités pour l'établissement, faire en sorte que le constat soit le plus partagé possible si on veut que ça avance et en même temps être capable d'être ferme quand c'est nécessaire et c'est pas toujours facile. Là, je pense qu'on va avoir peut-être besoin d'un tout petit éclairage sur les établissements de crédit. Il y a peut-être de l'évidence, tu baignes là-dedans, etc. Mais établissements de crédit pour des personnes qui n'ont pas forcément fait d'économie, comment ça fonctionne ? On se rendra plus compte du contrôle et de comment ça se passe. Alors effectivement, ce que dans mon jargon j'appelle un établissement de crédit, on appelle souvent ça une banque. Et ce type d'établissement, ça a 3 missions. Ça collecte des dépôts, ça accorde des crédits, d'où son nom, et ça émet également des moyens de paiement. Donc les cartes, virements, prélèvements et chéquiers. Les banques sont des acteurs économiques qui sont extrêmement réglementés parce qu'ils ont une activité commerciale pour eux-mêmes et donc par conséquent ils peuvent faire faillite s'ils ont des problèmes de gestion et en même temps si en faisant faillite ils remettent en question la stabilité du système financier en lui-même et donc l'ensemble de l'économie, là ils posent des problèmes non plus pour eux-mêmes mais pour l'ensemble de la société et donc à ce titre il y a un contrôle particulier qui est effectué. D'accord, donc on se retrouve sur une mission de contrôle sur place. On se retrouve à aller, je sais pas, à Bordeaux, à Toulouse et on rencontre et c'est le contrôle dure une semaine, un mois. Quel est un petit peu ce quotidien, en fait, d'un inspecteur à la Banque de France ? Alors, en contrôle sur place, il y a une part de mon job que moi j'aime bien, c'est les déplacements, c'est vrai. Alors, beaucoup d'établissements sont situés à Paris ou dans d'autres capitales de l'Union européenne. Pour autant, effectivement, il y a beaucoup d'établissements en France, du fait de l'existence de banques mutualistes, qui sont situées dans d'autres capitales régionales en France, à Rennes, à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, dans d'autres villes encore. Donc ça peut amener à des déplacements de quelques jours jusqu'à quelques mois, en fonction du type de contrôle. C'est vrai qu'en contrôle sur place, il ne faut pas avoir peur de faire des déplacements et des déplacements de longue durée. Ça, comment tu le gères d'un point de vue perso ? Est-ce que c'est quelque chose de contraignant quand on habite à Paris, qu'on a envie de profiter aussi un petit peu de sa vie personnelle, de se retrouver une semaine, 2 semaines à partir ? Bon, tu nous as dit dans les capitales, donc je pense que c'est pas quelque chose de très contraignant dans le sens, voilà, on découvre aussi, on visite. Mais est-ce que c'est facile pour autant ? Alors effectivement, beaucoup de jobs ont un impact sur sa vie personnelle quand on veut le faire bien et qu'on le fait intensément.
Chez nous, à la banque, il y a beaucoup de jobs qui sont assis à Paris, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, mais c'est vrai que certains d'entre eux nécessitent des déplacements. D'abord parce qu'on a 96 succursales en France métropolitaine, ensuite parce qu'on a 2 bureaux à New York et à Singapour, et enfin parce qu'on a des contacts réguliers avec Francfort et avec Bruxelles. Forcément, ça nécessite un peu d'adaptation, mais voilà, ça en vaut la peine. Beaucoup de déplacements sont planifiés, donc on peut s'organiser. Voilà, je pense qu'au début, quand on commence, on a envie de se donner à fond dans sa carrière, et donc moi en tout cas, je me suis jamais posé la question au début de est-ce que ça va être embêtant de partir. Mon premier déplacement, ça a été à Madrid pour 15 jours, 3 semaines après mon entrée à la banque. Bon, voilà, je me disais pas, c'est dommage, je vais pas être chez moi pendant 2 semaines. Au contraire, j'étais hyper content de partir avec des collègues en Espagne. Ensuite, je suis parti à Londres, je suis allé aux États-Unis, j'ai découvert différentes capitales régionales françaises dans lesquelles je m'étais jamais rendu. Je suis allé en Allemagne, bien entendu. Voilà, tout ça, c'est des hyper belles opportunités pour découvrir le monde. Et là, on est obligé de parler anglais. Là, on est obligé de mener un contrôle en anglais. Je dis ça parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, pour nos auditeurs. Peut-être ça fait un rappel aussi de l'importance de l'anglais. Comment toi, tu as vécu ce développement de cette compétence qui est l'anglais au travail ? Alors déjà, il faut savoir que la langue unique de travail de la Banque Centrale Européenne et de l'Eurosystème, c'est l'anglais. Contrairement à d'autres institutions de l'Union européenne ou d'ailleurs, de manière générale, aux autres administrations françaises. Donc, à la Banque de France, on est quand même beaucoup exposé à l'anglais, en particulier sur des missions de contrôle bancaire, puisqu'on travaille main dans la main avec des équipes situées à Francfort et dans les autres pays qui sont soumis au contrôle de la BCE. Alors moi, je dois dire que quand j'ai passé le concours de la Banque de France, j'ai choisi la banque aussi parce que je savais que c'était l'occasion d'être extrêmement exposé à l'international. Donc c'est quelque chose que je cherchais. Pour ceux qui nous écoutent, ou celles et ceux qui nous écoutent, qui ne parlent pas anglais ou qui ne souhaitent pas travailler en anglais, on a aussi de nombreuses fonctions qui sont moins exposées à l'international. Voilà, les deux sont possibles, mais il faut savoir que si on a envie de faire une belle carrière dans des institutions internationales ou européennes, la Banque de France, c'est une super porte d'entrée. Tu nous tends la perche justement pour parler un petit peu des autres postes, des autres missions. Toi, tu as été dans une logique plutôt de contrôle des banques et des assurances, si je dois bien résumer ça. Pour autant, il y a aussi, quand on regarde le site, auditeur, économiste, opérateur de marché, spécialiste de monnaie numérique, juriste. Bon, alors juriste, on se doute bien un petit peu quelle approche c'est. Pour autant, opérateur de marché, spécialiste de monnaie numérique, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Déjà, ce qui est hyper important à savoir, c'est que quand on est cadre de direction de la Banque de France, avant d'être devenu un grand chef hyper spécialisé, et encore, on peut passer aisément d'une matière à l'autre. On peut faire 3 ans au contrôle bancaire et ensuite devenir opérateur dans une de nos salles des marchés. Et puis ensuite, pourquoi pas prendre un poste dans le réseau avec davantage d'action de place et de visibilité auprès des autorités locales, avant, pourquoi pas, de partir faire un détachement dans le réseau international du Trésor ou dans une institution internationale. Donc déjà, il n'y a pas de cloisonnement. On peut passer de l'un à l'autre. Ensuite, beaucoup de postes ont en commun de mêler des aspects que nous on appelle policy, donc conception des politiques publiques, faire des notes, un aspect parfois contrôle ou réglementaire, et puis pour certains postes ensuite des aspects de management et d'encadrement des équipes, sachant que voilà, un cadre de direction qui marche sur ses 2 jambes, c'est quelqu'un qui à la fois est capable de développer des expertises et en même temps est capable d'être un bon manager, même si évidemment certains ont une appétence plus forte pour l'expertise ou pour le management. C'est combien d'agents à peu près la Banque de France ? Parce que tu me parles de management, et donc quand on arrive cadre de direction, est-ce qu'on a beaucoup de possibilités de manager ou on est plus sur une approche technique, on monte en compétences et ensuite, dans une deuxième partie de carrière, peut-être 10 ans après, là on peut se retrouver à être chef de mission, à avoir du management de cadre ou d'autres agents ? Alors évidemment, ça dépend beaucoup de votre positionnement. Si vous vous positionnez dans un service du siège dans lequel il n'y a que des cadres de direction hyper experts, vous allez probablement davantage être en position de collaborateur au début. En revanche, on a des métiers qui sont plus intensifs en main-d'œuvre, notamment dans les succursales, où vous pouvez directement prendre un poste d'adjoint au chef de service ou de chef de pôle. Donc là, on voit les 3 aspects un petit peu de ce que fait la Banque de France. Stratégie monétaire, stabilité financière et service à l'économie. Donc toi, tu as plutôt eu l'aspect stabilité financière par ton rôle de contrôle des établissements de crédit. Sur la stratégie monétaire et sur les services à l'économie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors la stratégie monétaire, elle a 2 composantes. Il y a d'abord la possibilité qu'on a en France de
concevoir entièrement nos billets avec une papeterie fiduciaire, ensuite une imprimerie, et ensuite leur mise en circulation grâce au réseau de la Banque de France dans nos 96 succursales métropolitaines. Et puis les décisions de politique monétaire qui sont prises dans le cadre du Conseil des gouverneurs auquel participe le gouverneur de la Banque de France. C'est la raison pour laquelle on a à Paris des économistes, des chercheurs, des statisticiens qui produisent des données pour faire en sorte qu'on mette en œuvre la meilleure stratégie de politique monétaire au service du public. Et on a par ailleurs une troisième mission dite de service à l'économie, dans laquelle je travaille actuellement en tant qu'économiste à la direction de l'éducation financière. Ces missions de service à l'économie, elles sont variées, tout en étant interconnectées avec les deux premières, puisqu'on assure des missions de cotation des entreprises. On soutient les personnes en situation de surendettement avec le secrétariat des commissions de surendettement qui permettent de trouver des solutions, et puis des missions d'inclusion bancaire pour faire en sorte que celles et ceux qui sont en difficulté reprennent les bons réflexes. Et puis on mène de manière générale des missions de place sur le territoire pour apporter aux chefs d'entreprise, pour apporter à nos interlocuteurs bancaires, à l'ensemble du public, une meilleure compréhension de l'économie. C'est celle qui a peut-être le plus d'impact direct en France, mais pour autant les deux premières ont plus une vocation internationale, européenne, mondiale, et donc on s'en rend moins compte, mais elles sont pour autant tout autant importantes. Ce qui est sûr, c'est que le grand public connaît bien naturellement nos fonctions de service aux particuliers, donc notamment les questions de surendettement et les fichiers bancaires dont on assure l'organisation. Pour autant, nos missions de stabilité financière ou de stratégie monétaire, elles sont au cœur de notre identité et elles ont des conséquences très fortes pour la vie des Français. Voilà, en ce moment, on parle beaucoup de la question de l'inflation. La lutte contre l'inflation, c'est une priorité très forte de la Banque de France puisque c'est dans le mandat de l'Eurosystème. Et donc, pour les Français, ça peut parfois être très technique quand ils entendent à la télévision que la Banque centrale a pris des mesures de taux, mais en réalité, ça a des conséquences très concrètes puisque nous, ce qu'on regarde, c'est l'indice des prix à la consommation et c'est donc le niveau de vie du consommateur final. Et donc ton nouveau poste, maintenant tu es économiste à la direction de l'éducation financière. Je rebondis dessus parce que tu nous parles de service à l'économie française. Quelles sont tes missions et pourquoi peut-être aussi tu as choisi de changer, de passer de l'inspection à une direction matérielle, on va dire? J'ai pas complètement quitté l'inspection puisque j'en reste membre, puisque j'ai fait le parcours d'auditorat au sein de l'inspection générale, ce qui fait que maintenant je suis inspecteur de la Banque de France et je suis actuellement en fonction d'économiste depuis 2022 à la direction de l'éducation financière. La Banque de France est opérateur national de l'État pour la stratégie d'éducation économique, financière et budgétaire des publics. Donc on applique des lignes directrices de l'OCDE, c'est un programme qui est coordonné à l'échelle mondiale avec des sondages réguliers à faire pour s'assurer que le grand public a une bonne compréhension des grandes questions budgétaires, mais aussi une bonne compréhension du débat économique. Et on accompagne également les créateurs d'entreprises pour leur donner les clés de compréhension des grands enjeux, des grandes questions économiques et financières auxquelles ils peuvent faire face. Et donc moi, j'ai intégré une équipe d'économistes qui a vocation à produire du contenu, à animer également des conférences, des ateliers à destination ou du public scolaire, étudiant, enseignant, ou de manière générale du grand public pour leur donner les clés de compréhension du débat économique. Donc on n'est pas du tout sur une approche économiste type on va faire des équations, on va faire des fonctions. Là, c'est plus de la vulgarisation. Alors il y a plein de types d'économistes. On a les économistes statisticiens qui traitent des données, on a les économistes chercheurs qui publient des papiers de recherche, on a les économistes prévisionnistes qui tous les trimestres sortent des prévisions, croissance, inflation, marché du travail, etc. Et donc à la Banque de France, on a aussi des économistes au service de la pédagogie qui sont chargés d'incarner cette action de l'institution au service de tous nos publics. On a une collection par exemple qui s'appelle les ABC de l'économie où on propose des fiches pédagogiques, des vidéos qui sont faites par les équipes de la banque et qui ont vocation à rendre plus clair auprès du grand public, non pas nos métiers ou nos messages institutionnels, mais bien les grandes notions économiques dont ils ont besoin pour mieux comprendre l'actualité et mieux prendre des décisions demain en tant que consommateur, en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que tu nous as apporté d'un point de vue pédagogique vraiment une bonne compréhension de ce qu'est la Banque de France, de ce que sont les missions d'inspection de contrôle et des différents postes, même si c'est pas forcément ton nouveau poste aujourd'hui, mais voilà, en tout cas on a eu plaisir à comprendre un petit peu mieux l'environnement de la Banque de France.
Alors partie 3, comment on intègre la Banque de France, comment on prépare, comment on peut réussir ces concours. Déjà, est-ce que tu peux nous donner un conseil de forme et aussi de fond sur comment préparer le concours de manière générale? Comment toi tu as vécu ces 2 années de prépa concours? Peut-être des anecdotes croustillantes sur des moments de bonheur, des moments de difficulté. Comment tu t'es raccroché? Voilà, à toi de jouer, tu as totalement micro libre. Ok, merci beaucoup David de me laisser d'abord l'opportunité de m'adresser plus directement à tes auditrices et à des auditeurs pour donner quelques conseils pour préparer les concours de la Banque de France ou un recrutement contractuel chez nous, puisque c'est aussi une possibilité maintenant qui est de plus en plus ouverte. Donc je te le disais, on a 3 concours. Pour les auditeurs qui sont en prépa après un master, le concours de cadre de direction, c'est une très bonne possibilité qui s'ouvre à eux d'effectuer des missions d'expertise ou de management chez nous. Je pense que c'est un concours qui se prépare bien en synergie avec les autres concours de l'administration publique. INSP, directeur d'hôpital, Sécu, Quai d'Orsay, les assemblées parlementaires, puisqu'on a une note sur dossier et une épreuve à option qui est souvent donc la dissertation d'économie pour les candidats qui viennent de ce type de classe préparatoire. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un concours où on vous demande d'être expert des questions monétaires et financières. Au contraire, l'expertise technique, on vous la donnera dans vos premiers postes à la Banque de France. Ce qui est important, c'est d'arriver en étant curieux et ouvert d'esprit au concours, mais aussi en étant bien préparé. Il faut ce que moi j'appelle de la culture générale économique et financière. Alors c'est pas seulement lire le journal, c'est aussi s'imprégner des grandes notions et des grandes actualités des banques centrales de nos jours. Donc si je vous parle de stabilité financière, de transformation digitale, de lutte contre le réchauffement climatique, de biodiversité, d'insécurité financière, c'est-à-dire de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il faut avoir déjà un minimum de compréhension de ces enjeux-là, puisque quand vous trouverez face au dossier avec un ensemble de questions auxquelles répondre ou face à un sujet de dissertation, il faudra bien quand même avoir quelques éléments théoriques à mobiliser. Donc pour les préparationnaires qui préparent pour d'autres concours une épreuve d'économie, vous avez déjà normalement un bon corpus de fiches et d'idées. Vous pouvez y associer une meilleure quand même compréhension des questions de politique monétaire et de stabilité financière sur lesquelles, bien naturellement, compte tenu de nos missions, vous serez davantage interrogé. Et ensuite, nous, à la Banque de France, on a quand même de belles ressources que j'invite les candidates et les candidats à consulter pour se familiariser avec les épreuves. On a d'abord toutes nos ressources d'éducation financière, et je pense à la collection des ABC de l'économie qui vous propose des fiches pédagogiques, des vidéos, même des quiz pour vous entraîner, pour vérifier votre compréhension des grandes questions. On a le bloc-notes, le blog de la Banque de France où nos économistes-chercheurs et nos économistes de manière générale produisent des articles qui décryptent les grandes questions récentes. Moi, j'ai par exemple en tête l'article de Florian Le Gallo en décembre dernier, lorsque la Croatie est rentrée dans la zone euro, et qui fait le point sur les évolutions de ces dernières années de ce pays, et comment est-ce qu'il a pu s'intégrer aisément dans la zone euro en janvier dernier. Et puis on a les discours du gouverneur et les discours du gouvernement de la banque, donc Denis Baud et Agnès Benassi-Kéré désormais, qui apportent non seulement des décryptages économiques, mais aussi la vision de la Banque de France et de l'eurosystème sur un certain nombre de questions. Et si vous vous présentez au concours de la Banque de France, c'est pas un concours universitaire, c'est un concours de recrutement. Et donc bien connaître les positions de l'administration que vous souhaitez rejoindre, c'est évidemment essentiel. Et sur comment gérer l'année de prépa, est-ce que le fait d'avoir une épreuve qui se tient, enfin 2 épreuves qui se tiennent sur une journée, c'est un concours qui est peut-être un petit peu moins lourd que l'ENA, que l'INSP, que l'INED, que DH, où c'est 4-5 épreuves? Comment toi tu avais géré à ce moment-là de faire, c'est quoi, c'est 2 fois 4 heures? Moi je trouve que les 2 épreuves sur la même journée, c'est vraiment bien parce que ça permet en fait tout simplement d'élargir le vivier de candidats. Les concours, vous êtes obligé de poser pour certains 1 semaine de congé pour passer les épreuves. Ça limite le niveau d'engagement de beaucoup de candidats. Là, en une journée, un samedi, vous avez la possibilité de passer le concours. Et donc, c'est une belle opportunité. Et encore une fois, ce sont des épreuves qui, si vous avez fait des études d'économie ou une classe préparatoire pour l'administration publique, c'est une épreuve, ce sont des épreuves auxquelles, normalement, vous êtes bien préparé et que vous pouvez passer dans de bonnes conditions. Alors, effectivement, 2 épreuves dans la journée, ça demande probablement un peu de concentration, mais je suis sûr que beaucoup de candidates et de candidats ont passé 2 galops dans la même journée et ça s'est toujours bien passé. Est-ce que tu as une anecdote professionnelle
une situation où tu as été en difficulté, où tu as appris quelque chose que tu aurais aimé savoir avant et que tu as envie de partager à des personnes qui vont se retrouver très facilement en stage et qui potentiellement aussi auront les concours. Quelque chose que tu as appris sur le terrain ? Alors à la Banque de France, on travaille dans le cadre de l'Eurosystème et un peu au-delà dans le cadre du mécanisme de supervision de la Banque Centrale Européenne. Moi j'ai eu l'occasion donc de faire des missions, certes en France, mais dans d'autres pays de l'Union et aux États-Unis. Donc on est face à des interlocuteurs qui, voilà, non seulement n'ont pas toujours les mêmes intérêts que nous, mais n'ont aussi donc pas la même culture et la même nationalité. Et moi, je n'avais jamais fait de travail en milieu interculturel. Et je peux vous dire que si vous ne l'avez jamais fait, au début, ce n'est pas facile. Voilà. Puisque les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. Ils ont leur propre culture, leurs propres idées. Les Italiens, nos collègues espagnols aussi. Et puis la mission que j'ai faite aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de voir aussi que les Américains étaient très différents. Et que donc, ce n'est pas facile. Alors même qu'on parle de choses qui sont techniques et froides. On ne parle pas de mode ou de communication. On parle de chiffres, on parle d'articles. Eh bien, on voit que même quand on est sur le dur, les différences culturelles jouent énormément. Tu parles de différences de culture. Les Allemands ont plus tendance à être, on va dire, austérité, consolidation budgétaire. Italien, espagnol, un peu différent. C'est ça que tu veux dire ils ont une lecture des critères de Maastricht différents. Alors en fait, j'en étais même pas à des questions purement techniques comme ça. C'est juste que, alors même qu'on interagit tous en globish, quoi, dans cette espèce d'anglais international, nos différences culturelles liées effectivement à l'histoire de nos systèmes financiers, à notre compréhension de l'économie, à notre vision des risques, fait qu'on peut avoir des analyses différentes. Ça rend le travail plus difficile, mais ça rend aussi le travail plus intéressant. Très bien sur cette ouverture de culture. Est-ce que tu as un dicton, une citation qui t'anime au quotidien, peut-être pendant la prépa concours ou aujourd'hui en tant que fonctionnaire ? Alors dans les métiers du contrôle, on adore répéter que la confiance n'exclut pas le contrôle, qui est une phrase bien connue de Lénine. Ça c'est souvent moins connu. Et je trouve que ça correspond bien à l'esprit de nos métiers. Il faut être capable de construire la confiance et en même temps de prendre les bonnes garanties. Voilà. Et ça résume bien à la fois peut-être le métier de banquier central et le métier de superviseur. C'est souvent un petit peu un duo qu'on peut oublier, contrôle-confiance. Ça marche aussi avec, par exemple, la bienveillance en management et l'exigence à côté. C'est d'être toujours vigilant. De construire une relation avec quelqu'un, ça n'empêche pas d'appliquer ce pourquoi on est là, c'est-à-dire quand on est sur un rôle de contrôle. Donc c'est tout à fait compréhensible et tu l'incarnes en tout cas visiblement dans nos échanges qu'on a eus. Est-ce que tu as un ou deux conseils de lecture, des livres qui t'ont semblé essentiels pour toi quand tu préparais les concours, ou peut-être plus généralement des livres sur l'approche économique qui sortent un petit peu des sentiers battus de les livres, les grands manuels pour préparer les concours qu'on a en prépa, mais toi un petit truc que tu as vu, un petit pas de côté qui peut être intéressant pour nos auditeurs. Alors d'abord, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir un bon manuel et de s'y tenir. J'ai effectivement beaucoup d'étudiantes ou d'étudiants qui me demandent mais quel manuel je pourrais ficher en complément, est-ce qu'il y a des éléments que je pourrais aller chercher en plus ? Déjà, tu prends un manuel, tu le fiches bien, tu le maîtrises bien, c'est déjà des fondements solides. Alors, il y a le manuel d'Agnès Benassi-Kéré qui est bien connu, il y a également d'autres manuels qui ont de la valeur pour préparer ces concours. Voilà, je laisse les préparationnaires faire leur petite bibliographie. Ensuite, l'économie, c'est une discipline vivante, et donc bien sûr que les livres, c'est important, mais ce qui est important, c'est surtout de suivre les notes, les papiers de recherche qui sortent. Alors, il y a les analyses du Conseil d'analyse économique, il y a des papiers de l'OCDE, il y a l'INSEE, il y a les Trésors Éco, il y a les bloc-notes de la Banque de France. Moi, mon conseil pour les candidats, c'est de s'abonner à toutes ces newsletters, et comme ça, votre boîte mail va automatiquement devenir, va vous approvisionner tous les jours en références, en idées de lecture, et vont faire en sorte que vous soyez toujours au plus proche de la bonne compréhension de la conjoncture et des derniers éléments. Moi, je peux vous dire que quelque chose qui est hyper important quand on prépare les concours administratifs, surtout en économie, qui est une discipline qui change beaucoup, c'est de toujours bien rester à l'état de l'art. Et ça change vite. C'est exactement ce que j'allais compléter parce que on se rend compte qu'une année sur l'autre, voire 2 ans de décalage, l'approche économique sur mes années de concours, aujourd'hui c'est plus du tout la même. On était en taux bas, taux d'intérêt très 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 bas, politique monétaire expansionniste. On a basculé sur la souveraineté économique au moment du Covid. Et là aujourd'hui on est plutôt sur période inflation et taux d'intérêt justement qui remonte. Donc en même pas un an, ça change, et donc je rejoins tout à fait ce conseil qui est de vraiment s'imprégner au-delà donc des manuels qui font
plutôt le socle de connaissances, les bases, avec quelques nuances justement sur, parce qu'ils sont quand même réédités chaque année ou tous les 2 ans, mais c'est surtout en fait les petites infos à côté, les notes du CAE, les notes de l'INSEE, les notes de la France, de France Stratégie. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux laisser aux auditeurs ? N'importe quoi, ce qui te vient à l'esprit, tu as tout à fait carte libre. Bon, d'abord dire aux auditrices et aux auditeurs que moi j'étais hyper content de passer ce moment avec eux à ton micro, cher David. Je pense qu'on a aujourd'hui parlé de beaucoup de choses hyper intéressantes sur la Banque de France, sur nos métiers et puis sur les différentes possibilités de carrière chez nous. Dire aux auditeurs que on a beaucoup de ressources en ligne. S'ils ont envie de s'intéresser au métier de la Banque de France, de rencontrer nos ambassadeurs RH, de regarder nos vidéos de présentation, nos différents métiers. On a un monde qui s'ouvre à eux sur Internet s'ils ont envie de mieux nous connaître. Et juste vous dire que moi, ça fait maintenant 5 ans que je travaille à la Banque de France et je suis très heureux. Et j'espère que parmi les auditrices et les auditeurs, il y a quelques futurs collègues. Ils ne manqueront pas de te le signaler quand ils sont reçus à nuit et qu'ils seront tes futurs collègues. Merci beaucoup Adrien pour le temps que tu nous as accordé. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, si vous avez des remarques ou des questions sur ce qui a été dit lors de l'entretien, j'y répondrai avec plaisir dans un épisode complémentaire. Enfin, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Alors continuez à vous renseigner. Alors, à bientôt!